Alors après notre excursion dans le monde des expressions régulières et des automates, on va pouvoir enfin regarder pour cette dernière vidéo du chapitre l'analyseur lexical de Mini-Java. Alors si on regarde de haut niveau, on voit qu'il va y avoir un ensemble d'expressions régulières, par exemple ici, on en a une, et associer l'unité lexicale qu'on doit renvoyer. Ici on voit le crochet ouvrant. On en a d'autres, par exemple ici, la constante booléenne vraie, et on rend l'unité lexicale bool const. Alors, première question qu'on peut se poser, c'est où on trouve toutes ces unités lexicales. Comment on sait quelles sont les unités lexicales de Mini-Java? Alors, pour ce faire, on va juste regarder la grammaire. Donc, qu'on avait déjà vu lors de l'introduction. Et les unités lexicales, ici, c'est simple en fait, c'est les éléments dans les formes ovales. Donc là, par exemple, end of file, c'est une unité lexicale, le mot-clé classe, c'est une unité lexicale, la collade ouvrante, c'est une unité lexicale, etc. Alors, il y a aussi une autre unité lexicale, ici, on ne la voit pas dans une forme ovale, c'est l'identifiant, les identifiants. Si on regarde, en fait, elle est définie tout à la fin. Mais en fait, nous, donc voilà, voici la règle qui permet de définir ce qu'est un identifiant. Donc on reconnaît bien, soit ça commence par une lettre ou un underscore, et ensuite on peut rajouter en plus les nombres. Mais ça, en fait, c'est facile à analyser dans l'analyseur lexical, donc on va directement s'occuper des identifiants lors de cette phase-là. Pareil pour les entiers, ici, c'est facile à analyser dans l'analyseur lexical, donc on va le faire aussi. Donc même si ça apparaît en fait pas comme des unités lexicales dans notre grammaire, on va les considérer telles quelles. Donc voilà, donc pour trouver toutes les unités lexicales, il suffit de regarder la grammaire ici et de regarder public, là c'est un mot-clé, c'est une unité lexicale, return aussi, on voit que les parenthèses, ce sont des unités lexicales, virgule, etc. Donc il suffit de balayer ce fichier-là et regarder tout ce qui est dans les formes ovales. Donc maintenant, le but de l'analyseur lexical, ça va être, comme on a vu, d'analyser le flot de caractères et de retourner, de les regrouper ces caractères en lexème et de retourner les unités lexicales. Donc on peut voir ici plein d'unités lexicales, du coup, plus, moins, fois, etc. Et alors, ces unités lexicales, en fait, elles sont définies pas dans le fichier là qu'on est en train d'analyser, lexer.mll. Donc ce fichier, en fait, c'est ce qui va nous permettre de générer un analyseur lexical. Parce que là, ici, en fait, on fait une description de haut niveau de l'analyseur lexical en disant, voilà, pour telle expression régulière, je veux associer telle unité lexicale. Et ensuite, ce fichier-là, donc lexer.mll, il sera compilé en un fichier OCaml qui sera, lui, le vrai analyseur lexical. Donc qui ressemblera en fait un peu à ce qu'on avait vu en C++, le fichier lexer.cpp qu'on avait réalisé plus haut. Donc si on veut voir ces unités lexicales, en fait, elles sont définies dans un autre fichier qui s'appelle parser.mly, et en fait on verra dans le chapitre suivant que le parseur, on le définira grâce à un outil qui s'appelle menhir et dans un fichier, donc dans le fichier parser.mly. Donc si on regarde rapidement à quoi ça ressemble, donc on ne va pas rentrer dans les détails, mais si vous voyez ici, tout au début de ce fichier, en fait, on a la définition des unités lexicales. Donc ici, par exemple, on voit la constante, une constante entière, et on voit en fait qu'elle a un attribut associé, donc l'entier réellement reconnu. Donc ici, c'est le type, constante entière, et on veut avoir l'entier qu'on a réellement lu. Pareil pour les constantes booléennes, on voit qu'il y a aussi un attribut qui est le booléen vrai ou faux qu'on a lu. Et voilà, ici, on a toutes les unités lexicales, donc les identifiants ici, et on voit là aussi que dans les identifiants, il y a un attribut qui est l'identifiant réel, donc la vraie chaîne de caractères, et on verra ici qu'il y a le location qui, en plus de la chaîne de caractères, en fait, donc ici, donc en plus de cette chaîne de caractères, nous indique la position dans le fichier.
Donc voilà, pour trouver les unités lexicales, il suffit d'aller regarder dans le fichier parser.mly qu'on détaillera dans le chapitre suivant. Alors, juste avant d'analyser en détail ce fichier, je vous rappelle, donc notre but c'est d'analyser un fichier source mini Java et de découper, donc de regrouper les caractères en unités lexicales. Donc sur ce fichier-là, qu'est-ce que ça donnerait? Donc si on lance mini Java, donc là je vais lui demander d'afficher simplement les unités lexicales avec leur position et on va tester pour factorial. Donc là on voit toutes les unités lexicales du fichier factorial.java. Donc si on met les deux l'un à côté de l'autre, on voit ici, on a bien ici le mot-clé classe, donc l'unité lexicale classe. Ensuite, on a un identifiant factorial et on voit ici que en plus de dire que l'unité lexicale c'est un ident, on associe le lexème qui est factorial. Et en plus, on dit à quelle ligne, quel caractère sur la ligne on a rencontré cet identifiant. Et ensuite, vous pouvez regarder, on voit, on passe en revue toutes les unités lexicales, donc la collade ouvrante, le mot-clé public, le mot-clé statique, void, etc. Donc là, on reconnaît tout le main ici qui est décrit ici. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de fichier. Donc si on regarde, voilà notre dernier élément, ça sera bien le end of file. Alors ici, il n'y avait pas de commentaires, mais bien sûr, les commentaires sont mangés lors de l'analyse lexicale. Et on voit aussi que les blancs, les retours chariots, on ne voit pas apparaître ça dans les unités lexicales. Alors, on va maintenant passer en revue le fichier lexer.mll. Alors, tout au début de ce fichier, en fait, ce qui est entre ces deux accolades-là, donc ce sont des fonctions, tout ce qui est là, en fait, sera accessible dans les règles qui sont ici. Donc, les règles qui sont entre les accolades ici. Alors ici, tout au début, on définit juste une exception, donc l'exception error, qui va nous permettre de donner une chaîne de caractères représentant le message d'erreur. Ensuite, ici, on avait vu ça en fait dans lexer.cpp, donc l'analyseur lexical qu'on avait réalisé en C++. Et ça, en fait, donc dans le buffer qui contient les caractères, on va avoir associé des informations. Donc les informations ici, ce qu'on fait, l'information de position, on récupère en fait l'excurp, la position courante en fait dans ce buffer. Et ce qu'on va dire, on va mettre à jour en fait quand on voit une nouvelle ligne, donc pour nous ça sera un retour chariot, et on va dire ok, la position courante, tu remets à jour dans cette position courante, donc ça, position courante en fait ça sera une structure ici. Et ça, c'est la notation au camel pour modifier, reprendre pos, donc celle qui était ici, et juste modifier en fait ça et ça. Donc on crée une nouvelle avec pos lnum, donc qui représentera le numéro de ligne, et posbol, beginning of line, qui seront changés. Donc dans cette nouvelle structure qui est créée, le numéro de ligne, on l'incrémente par rapport à l'ancien. Donc on fait le plus 1. Et on dit que le début de ligne, donc ça c'est le nombre de caractères depuis le début du fichier jusqu'au début de la ligne, et c'est le nombre de caractères actuels depuis le début du fichier. Donc ça va nous aider pour les messages d'erreur, puisqu'on pourra dire précisément à quelle ligne on en est et quel caractère sur la ligne. Donc ça, c'est vraiment très similaire à ce qu'on avait fait en C++. Donc ensuite, après cette accolade, on peut donner des définitions. Donc il faut voir ça comme des alias. Et là, on va dire que digit, c'est cette expression régulière-là. Donc les caractères de 0 à 9. Les entiers, on va définir ça comme une suite non nulle de digits, donc avec le plus ici. Et ensuite, les espaces, donc ça va être l'espace et la tabulation. Les lettres, ça va être tout ce qui est minuscule, majuscule et underscore.
Et un ident, ça va être quoi? Ben, ça doit commencer par une lettre, donc ce qu'on vient de voir ici, et suivre ensuite éventuellement par une suite de digits, donc des chiffres, ou des lettres. Donc voilà pour nos définitions. Et ensuite, on définit notre analyseur lexical, ce qui va nous permettre de récupérer les tokens. Donc ici, les deux premières règles, c'est... Alors la première ici, c'est pour manger un commentaire sur une ligne. Donc commentaire sur une ligne, ça commence par 2/. Ensuite, c'est tout sauf le retour chariot. Et ça doit se terminer par un retour chariot. Donc dans ce cas-là, ou quand on rencontre un retour chariot, eh ben, on va incrémenter le nombre de lignes donc dans l'exbuff, donc dans notre buffer. Donc on utilise cette fonction-là. Donc pour mettre à jour l'information de position en disant oui, on est actuellement la position courante, on a incrémenté le nombre de lignes et on met à jour aussi le nombre de caractères depuis le début du fichier jusqu'au début de la ligne courante. Ensuite, ici, ça nous permet en fait d'ignorer puisqu'on rappelle récursivement getToken. Donc ça va nous rendre la prochaine unité lexicale. Ensuite ici, space plus, donc on va manger les blancs. Donc ici, pareil, on rappelle récursivement getToken. Donc ça permet d'ignorer les blancs. Donc ici, ça va être pratique pour reconnaître les commentaires. Donc au lieu de l'expression régulière qu'on a vue dans les vidéos précédentes sur les commentaires, donc le slash étoile, étoile slash, qui n'était pas facile en fait, on va pouvoir appeler une autre règle. Donc on va voir, c'est bien plus simple. Donc ça, on va la décrire tout à l'heure. Mais là, on va pouvoir appeler comment, qui va s'occuper des commentaires. Et donc, bien sûr, on lui passe le buffer. Ensuite, ici, là, c'est assez simple. C'est des expressions régulières d'un seul caractère. Donc ici, on a le plus, donc on voit ici le moins, on rend l'unité lexicale minus, ensuite le fois, etc. Donc ensuite, ici, on a une chaîne de caractères. Donc l'expression régulière est commerciale, donc esperluette, qui nous rend un et, etc. Donc tout ça, c'est la même chose. Donc là, ici, une petite différence pour vrai et faux, c'est qu'on a l'attribut à ne pas oublier true et false. Donc on dit que c'est l'unité lexicale constante booléenne, mais il faut bien dire c'est quoi, est-ce que c'était vrai ou faux, ça c'est important de le savoir. Du coup, on l'a bien ajouté ici. Et je vous rappelle que ces deux attributs, on les a vus apparaître dans parser.mly. Donc on a vu ici, voilà, bool, c'était là, le booléen, pour l'unité lexicale constante booléenne. Maintenant, le reste, voilà, c'est du même ordre. Alors la nouveauté, ça va être sur les entiers ici. Donc voici l'arrêt qui s'occupe des entiers, des constantes entières. Alors ici, on a notre expression régulière, donc on a vu plus haut que c'était ça. Et là, ici, on récupère le lexem, donc la chaîne qui représente l'entier. Alors là, ici, il faut faire quelque chose de spécial, parce qu'en fait, la chaîne ici, donc cette expression régulière-là, elle peut reconnaître de très longues chaînes. Alors nous, ce qu'on veut pour MiniJava, ce sont des entiers qui tiennent sur 32 bits. Donc on verra, ce sont des valeurs qui iront de 2 puissance 31 moins 1. Donc pour la plus grande valeur, et la plus petite, ça sera moins 2 puissance 31. Alors ici, on utilise le int32 et pas le int of string, parce qu'on a un int of string en OCaml. Mais si on regarde les entiers de OCaml, donc ici je regarde le plus grand, ce n'est pas du tout 2 puissance 31 moins 1. Donc ça, c'est bien plus grand que ça. Donc si on regarde, d'ailleurs, 2 puissance 31 moins 1, c'est juste ça. Donc là, on voit clairement que ça, c'est beaucoup plus grand. Donc c'est pour ça qu'ici, en fait, si vous regardez, on essaye de transformer le lexem, donc la chaîne de caractères i, en un int 32. Donc un entier en complément à 2 sur 32 bits. Donc si ce n'est pas le cas, ici, la fonction,
elle renverra une exception, une failure. Donc ici, ce sera une erreur lexicale et on stoppera l'analyse, la compilation du fichier mini-java. Donc ensuite, on a la règle qui s'occupe des identes. Et pareil, on récupère le lexem ici et ensuite, on rend un idente. Et là, alors ici on le voit, l'idente ici, mais si on regarde location.make, ça va nous permettre en fait de créer en plus de l'idente, donc on va aller regarder ça juste maintenant, l'information de position du début en fait du lexem qu'on vient de reconnaître et l'information de position de la fin, donc un cran plus loin que le dernier caractère de ce lexem. Donc ça va être important, c'est ce qui nous permet d'avoir ce qu'on a vu tout à l'heure ici, ce genre de choses après. Donc on voit qu'en plus du lexem, donc de l'identifiant, on a bien les informations de position ici. Et alors ici, je n'ai affiché en fait que la position de début. Mais on pourrait aussi avoir la position de fin. Donc c'est ça, location.make, qui nous permet de le faire. Donc je reviendrai sur ça après. Je vais d'abord continuer l'analyse de ce fichier. Donc oui, quelque chose d'important ici, c'est en fait que si on remarque bien, idente, l'expression régulière idente qui a été définie plus haut ici, elle permet de reconnaître plein de mots-clés. Donc elle permet de reconnaître par exemple ça, 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 etc. Alors elle ne permet pas de reconnaître system.out.println parce qu'il y a un point ici, mais on voit que ça reconnaît beaucoup des mots-clés. Donc là en fait, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir la règle du plus long match d'abord qui va permettre de différencier. Donc si jamais je vois this, ici ça pourrait être reconnu par ça ou par ça. Et la règle du plus long match, elle ne permet pas de distinguer. Donc là, ce que va faire le lex OCaml-lex, c'est comme celui-là est placé avant idente, et ben il va retourner ça comme on veut. Mais si jamais on avait placé idente avant, et ben il aurait rendu idente, ce qu'on ne veut pas. Maintenant, ce problème, il ne se pose pas, par exemple, pour si on prenait un exemple avec truel. Donc, vu qu'il y a la règle du plus long match, on va bien sûr pas s'arrêter là, mais on va faire tout ça. Et du coup, ça ne sera pas pris en compte, ça sera bien le idente qui sera pris en compte. Donc truel, ça sera bien reconnu par cette règle-là, et on aura bien un idente. Ok. Alors maintenant, on va regarder ici. Donc ces deux règles-là, c'est pour reconnaître la fin de fichier. Mais là, ça serait une fin de fichier en fait qui serait juste après un commentaire. Donc, on veut quand même manger le commentaire parce que ce commentaire-là, en fait, on l'a mangé que s'il se termine par un anti/n, si on regarde plus haut, ici, là. Donc, il nous reste le cas, en fait, où il y aurait un end of file. Donc, il ne faut pas oublier ce cas-là, et c'est celui que je mets ici. Donc, dans ce cas-là, ou si on a le end of file, eh ben, on retourne l'unité lexicale end of file. Et ensuite, n'importe quoi d'autre, donc c'est un caractère du coup qu'on met dans la variable C, et ben on dit que c'est une erreur, on ne reconnaît pas. Par exemple, s'il y avait le arrobas dans notre fichier, nous on ne reconnaît pas. Donc là ici, on lancerait une erreur, voilà, en disant que ben, c'est un caractère illégal. Donc pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure, donc on avait vu pour le commentaire. Donc on l'avait vu plus haut, donc quand on commençait un commentaire ici, donc on appelait cette règle-là comment, donc qui est ici. Et là ce qu'on dit, ben, ok, si jamais je vois étoile slash, je sais que j'ai terminé, donc je réappelle getToken avec le buffer. Si je vois un anti/n, je n'oublie pas de faire le new line, parce que c'est pas parce que j'ai plein de choses, un commentaire. Donc le commentaire peut aller sur plusieurs lignes, donc il ne faut pas oublier de compter les anti/n, les retours chariots dans les commentaires pour pouvoir avoir des messages précis de localisation dans le fichier quand on donnera une erreur avec le numéro de ligne. Alors
On voit d'ailleurs que ça aurait été dur à faire avec notre expression régulière qu'on avait vue pour reconnaître les commentaires justement comme ça. Grâce à ça, en fait, on va pouvoir identifier l'anti/n qui se trouve dans le commentaire pour bien appeler le new line. Ensuite, si c'est n'importe quoi, alors le n'importe quoi ici, il ne reconnaît pas le end of file, c'est pour ça que je peux mettre le end of file juste après. Et ben, on rappelle ici comment pour continuer le commentaire, à manger le commentaire, et sinon, si c'est une fin de fichier, on dit qu'il y a un problème parce qu'on a un commentaire qui n'est pas terminé. Donc voilà, on a nos différentes règles qui produisent les différentes unités lexicales ou qui permettent de manger les commentaires et les blancs. Et ce qu'il nous reste à voir maintenant, c'est juste en fait, oui, ce que j'ai indiqué ici, location. Donc location, c'est juste en fait une structure qui va nous permettre, en plus de l'identifiant de la chaîne de caractères, donc du lexème qu'on avait récupéré ici, de nous indiquer, de sauvegarder les informations de position pour pouvoir éventuellement, s'il y a des erreurs, donner un retour à l'utilisateur avec le numéro de ligne et les caractères. Donc si on regarde donc le fichier location.ml, ici on a une structure avec la position de départ du lexème. Donc on dit que c'est une position, alors ça c'est un type qui est défini dans le module lexing. On a la position de fin, pareil, et on a le contenu. Alors c'est générique parce qu'on pourra le réutiliser pour autre chose que des chaînes de caractères, ça sera bien pratique. Ensuite, pour créer justement, on a juste la position de départ, la position de fin et le contenu, donc qui est notre chaîne de caractères pour le lexeur. Et on crée juste une structure avec les différents champs. Ensuite, on a trois fonctions, donc une pour récupérer juste le contenu courant, une pour récupérer la position de départ et une autre pour récupérer la position de fin du lexème. Alors voilà, on a passé en revue notre lexeur. Alors juste pour voir qu'il y a bien un automate qui se cache lors de la génération du fichier lexeur.ml à partir du fichier qu'on vient d'analyser. Donc cette transformation se fera grâce à OCaml lex. Donc on aura lexeur.mll, celui qu'on vient de voir, et ça se transformera en lexeur.ml. Donc là, vraiment un fichier .ml. Donc ici, on a un petit compilo qui nous permet d'analyser ce fichier-là et de le transformer en fichier OCaml. Donc si on regarde, ok, donc là, je vais appeler OCaml lex sur lexeur.mll, et vous voyez, il nous indique, ok, il y avait 134 états, 7022 transitions, puis la taille de la table. Donc là, on voit bien qu'il y a un automate qui se cache là-dessous, un automate fini déterministe d'ailleurs. D'ailleurs, si on ouvre le fichier lexeur.ml, on verra que ça se trouvera au début du fichier. Donc oui, ici, on voit bien les informations, le code qu'on avait mis au début du fichier, et là, il y a des tables. Donc qui vont permettre de faire l'analyse lexicale. Ok, donc on a vu maintenant l'analyseur lexical de MiniJava. Alors juste pour vous montrer en fait qu'on pourrait utiliser OCaml lex pour autre chose que l'analyseur lexical de MiniJava, on va se faire une petite calculatrice en notation polonaise inverse en OCaml lex, avec OCaml lex. Alors pourquoi une calculatrice? Alors bon, pourquoi pas en fait, j'ai pris un exemple comme ça et ça me semblait assez rigolo. Alors si on regarde cette calculatrice, donc on va d'abord regarder un exemple avant d'analyser le fichier. Donc j'ai tout d'abord donné à OCaml lex notre fichier rpn.mll, donc celui qui est ici là. Ok, et ensuite on va compiler avec OCaml opt. Ok. Et maintenant on peut lancer. Et on va pouvoir demander des petits calculs. Donc notation polonaise inverse, je mets d'abord mes arguments. Donc là ça va faire 1, 2, plus. Alors on l'exécute en fait grâce à une pile. Donc on va le faire. Donc ici on met 1, 2 et plus.
Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? 5 fois. Donc ici, on a 5 fois. Et pourquoi pas... Bon, c'est tout pour l'instant. Et on va faire un petit CTRL D pour la fin de fichier. Voilà, et il nous dit que le résultat c'est 15. Alors pourquoi c'est 15? Parce que si j'exécute ça, on avait 1, 2 et le plus. Donc là, cette fois-ci, on avait 3. Ensuite, on avait 5 que j'empile. Et ensuite, on rencontre un fois. Donc ça me fait bien. Donc je dépile. Et j'obtiens bien 15. Alors, ce qui est intéressant avec cette notation, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de parenthèses. Et pour ceux qui ont déjà eu une calculatrice Hewlett-Packard, vous reconnaîtrez cette façon de faire. Donc, un dernier petit exemple. Alors, on va aussi donner la possibilité de faire des puissances. Donc ici, ça nous fera 2 à la puissance 8 normalement. Et pourquoi pas faire... Voilà. Donc là, si on regarde, qu'est-ce que ça donne? Donc, on va faire les calculs. Donc, on empile d'abord 1, 1. Ensuite, je vois le plus. Donc, je prends les deux opérandes qui sont dans la pile et je fais le plus. Donc, j'obtiens 2. Ensuite, j'ai un 8. J'empile. Je vois la puissance. Donc, je fais 2 à la puissance 8. Donc, 256 normalement. Ensuite, on empile 3. On empile 2. On fait un plus. Donc, les deux opérandes sont en sommet de pile. Et donc, on obtient 5. Et ensuite, on fait le dernier plus. Donc, on obtient 256 plus 5, donc 261. Donc, si je ne suis pas trop nul en calcul mental, ça devrait être bon. Donc, un petit CTRL D pour générer la fin de fichier. Et ouais, c'est 261. Alors, on pourra aussi, bien sûr, mettre des espaces où on veut. Plus, et un petit CTRL D. Et on aura toujours la même chose. Alors, si on regarde le fichier, comme d'habitude, ici, on va mettre du code qui sera inséré tel quel en début de fichier une fois qu'il sera compilé par OCaml-Lex. Donc ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, il y a le new line. Et cette fois-ci ici, j'ai mis un petit message d'erreur, enfin une petite fonction qui permet d'envoyer une exception. Donc l'exception lancée par Felwith, donc là ici ça doit être une chaîne de caractères, qui nous indiquera le message ici, mais en plus des informations de position en nous disant telle ligne ici, donc grâce à ça, et tel caractère dans la ligne ici. Donc pour ce faire, en fait, on va récupérer à partir du buffer, donc ici, comme d'habitude, la position de début du lexème qu'on vient de reconnaître. On va récupérer la ligne, et ici, avec cette petite formule, on va faire, ça c'est le nombre de caractères depuis le début du fichier jusqu'au début du lexème, mais ça c'est le nombre de caractères depuis le début du fichier jusqu'au début de la ligne, et donc plus 1 pour avoir le premier caractère sur la ligne qui commence en 1 et pas en 0. Donc voilà, ça sera pratique. D'ailleurs, si on faisait une petite erreur, juste pour voir ce que ça donne, donc on va mettre 1, 1, plus, 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 et là il nous dit c'est pas normal ça, mon opérateur expecte 2 opérandes. Donc il nous dit à la ligne 4, donc là ce soit pas trop, mais 1, 2, 3 et 4, et caractère 3, 1, 2, 3. Donc là ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est on avait 1, 1, donc on a fait un premier plus, c'est 1, et ensuite l'autre plus qui est ici, bah, ça ne marchait pas parce qu'il manque quelque chose, on a une seule opérande. Donc voilà, ça nous permettra, on sait maintenant que c'est à la ligne 4, au caractère 3 sur la ligne, donc ça sera bien pratique. Alors, on a vu dans les exemples que j'ai montrés précédemment qu'on a besoin d'une pile pour faire les calculs, donc je vais utiliser une pile, et c'est une pile mutable.
Ensuite, ça, une petite fonction pour récupérer les deux opérandes. Donc ici, on a la pile et je regarde, est-ce que la taille de la pile est inférieure à 2, donc il n'y a pas assez d'opérandes. Et là, je lance une petite erreur, celle qu'on venait de voir tout à l'heure. Sinon, on récupère, alors sur la pile, on a comme ça en fait. Donc hop 1 était là, hop 2 est là. Et c'est pour ça ici, je récupère d'abord hop 2 en tête de pile, en haut de pile, pardon. Et hop 1 juste en dessous ici. Et bien sûr, quand on fait pop, on dépile en même temps. Et je rends le couple hop 1, hop 2. Ensuite, comme on avait vu tout à l'heure, ici on a des définitions, donc digit, comme tout à l'heure, les caractères de 0 à 9. Ensuite, ici, c'est une constante flottante à la OCaml. Donc, vous pourrez remarquer ce qu'on avait. On avait déjà vu ce genre d'expression régulière. Donc, plus ou moins, éventuellement, on n'est pas obligé d'en avoir. Ensuite, au moins un nombre. Ensuite, éventuellement, un point. Mais ça peut être un point tout seul. En OCaml, on peut avoir ça. Par contre, en OCaml, on ne peut pas avoir ça. Donc, si je ne dis pas d'erreur, on va regarder. Donc ici, si je mets un point, normalement ça c'est OK. Mais si je mets par exemple ça, voilà, il n'est pas content. Donc voilà, ici on n'est pas obligé d'avoir ça non plus. Ensuite, petit e ou grand E, suivi d'un plus ou moins éventuellement, et puis encore des chiffres. Et ça, ce bloc-là, on n'est pas obligé avec ça d'avoir E ou grand E. Ensuite, ici, les espaces, comme on avait vu tout à l'heure, des blancs ou la tabulation. Et ensuite, la règle. Donc ici, RPN. Qu'est-ce qu'on va faire? Si jamais on voit un retour chariot comme tout à l'heure, on appelle newLine. Et ensuite, on se réappelle. Pour les espaces, c'est pareil, on se réappelle. Si on a une constante flottante, donc on récupère le lexem, donc la chaîne caractère dans F. Et ici, on appelle float of string, donc une fonction OCaml qui va nous permettre de passer de la chaîne de caractères vers un flottant. Et on le met sur la pile. Donc là, dès qu'on voit, comme on avait vu tout à l'heure, par exemple, on avait 1, 2, plus, et on transforme la chaîne de caractères en un flottant, on l'empile, on empilera celui-là. Donc c'est ce qu'on fait ici avec le push. Si jamais on voit plus, alors plus, moins, fois, et divisé, ça se ressemblera pas mal. Donc pour le plus, on récupère les deux opérandes. Alors s'il n'y en avait pas, le message d'erreur aurait été, une exception aurait été lancée par getOperands. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'opération ici et on empile le résultat sur la pile. Donc genre, si on avait 1, 2 plus, donc on avait 1 et 2 dans la pile, donc on ferait 1 plus 2. On enlèverait 1 et 2 de la pile, donc ça c'est grâce à getOperand qu'on vient de voir, et on mettrait le résultat 3 ici. Donc c'est pareil pour le moins, pour le fois, pour la puissance aussi c'est pareil, division pareil. Ensuite si jamais on voit la fin de fichier, donc ce qu'on avait généré par CTRL D dans le terminal, et on regarde, si jamais il n'y a pas un seul élément sur la pile, donc il nous faut vraiment un élément comme ici, et on dit que ce n'est pas une expression valide, et sinon on affiche le résultat avec une précision de 15 chiffres après la virgule, et on récupère et on dépile l'élément en sommet de pile. Si jamais maintenant il y a un caractère inconnu, on affiche un message d'erreur. Donc toujours grâce à notre fonction error. Et ensuite, ça on ne l'avait pas vu. Donc cette partie-là, on ne l'avait pas vue dans l'analyseur lexical de MiniJava. C'est juste du code qui sera placé tout à la fin du fichier généré par OCamlLex, et ça va juste nous appeler RPN, donc le point d'entrée ici, avec un buffer qui aura été créé à partir de l'entrée standard. Donc voilà, après on obtient ce qu'on a vu tout à l'heure, et puis on peut faire les calculs qu'on veut sans avoir besoin de parenthèses.
Donc cette vidéo conclut le chapitre sur l'analyse lexicale et dans le prochain chapitre, nous allons nous attaquer à l'analyse syntaxique.